Alors, shalom à vous toutes et à vous tous. J'aurais voulu être avec vous physiquement, mais le Seigneur dispose de notre temps comme il veut. Je suis appelé à d'autres fronts relativement loin d'ici. Et donc, le temps de gérer ça, je suis avec vous en ligne. J'ai suivi toute la journée de bout en bout. Félicitations à vous toutes et à vous tous qui êtes là en train de vous équiper pour relever le défi du mariage. Merci à toute l'organisation, à la technique et en particulier félicitations à ma chère et tendre épouse. Je suis très très fier d'elle parce que ça fait des jours qu'elle ne dort pas. Donc, arriver à vous donner tout ce qu'elle vous donne, une telle communication sans avoir dormi depuis quasiment 3 4 jours maintenant, c'est pas donné et je Acclamez suis très fort vraiment pour très très fier d'elle. Je rends maman. grâce à Dieu pour sa vie et je vous souhaite, vous qui êtes des hommes, d'avoir des épouses qui ont au moins la moitié de. Voilà, alors on va y aller. Je voudrais aussi vous dire avant de l'oublier, et ça c'est très très important. Je crois que Gatien l'a un peu montré en vous racontant, il a pris un peu de temps, mais je ne sais pas si vous avez compris, surtout à la fin, il a pris la peine de vous raconter des histoires. Il n'a pas juste dit en une phrase quelque chose, il vous a montré un processus. Parce que échouer au bac 7 fois, c'est quand même prendre 7 années. Il y a un temps pour chaque chose. On ne peut rien faire de grand et de durable instantanément. L'un des problèmes de la génération actuelle, c'est du fait des réseaux sociaux, nous sommes tous, et vous, les plus jeunes encore plus, euh, dénaturés. Vous avez une déformation mentale qui fait que vous ne savez regarder, vous concentrer que sur les choses courtes. Des vidéos d'1 minute, des trucs de 10 secondes, des trains de quelques secondes, des choses, comme le disait mon feu père, on en parlait encore lors de ses hommages il y a une semaine, il dit c'est moi qui ai créé au Bénin le concept de Sotialuka, c'est-à-dire les tickets express. L'idée qu'on peut acheter, gagner immédiatement. Parce qu'avant, les jeux de loterie, c'était comme le PME, le loto, le pari sportif. Tu joues dans la semaine et tu attends au minimum le week-end pour voir les tirages. Comme parfois, quand les gens jouent aujourd'hui des trucs bêtes là, ils jouent et puis ils attendent. Mais c'est mon faux père qui a créé ce concept de Sotialuka. Tu peux acheter un ticket, tu le grattes immédiatement et puis tu gagnes en même temps. C'est vrai que ça a fait un grand succès commercial, mais il dit il a regretté parce que lui qui est un formateur pour le développement personnel des gens, pour l'entrepreneuriat, il a été très déçu à la fin de ses jours de voir à quel point le concept de Sotialuka a été dénaturé et que les gens veulent vivre du Sotialuka. Il n'y a pas, pour faire bref, en matière de vie, en matière de prospérité, qui plus est en matière de mariage de Sotialuka. Il y a un temps pour chaque chose, nous dit la sagesse de Dieu. Il n'y a pas de miracle par lequel, quand tu tombes enceinte aujourd'hui, tu accouches demain. C'est impossible, personne ne le fera jamais et ne l'a jamais fait. Il n'y a pas de miracle pour planter du ligname aujourd'hui et le récolter dans une semaine. Il y a des choses qui sont impossibles. Quels que soient les coachs que vous écoutez, l'onction de Man of God que vous avez, les stratégies que vous avez, qui que vous soyez, même si vous êtes né en tombant du ciel, il y a des choses qui sont impossibles sans du temps. Ça n'a l'air de rien, mais je crois que c'est l'une des choses qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui. Regardez l'histoire de la grande sœur de Gatien. Regardez sa propre histoire. C'est des choses qui se construisent avec le temps. Et dans un processus où le temps intervient, chaque étape est importante. Ce que tu fais à l'étape 1 ou à l'étape 1 va déterminer ce que tu pourras faire ensuite, va déterminer ton voyage, va déterminer la destination. En règle générale, et qui plus est, quand vous commencez à avoir l'impression d'être en retard, vous avez tendance à bâcler les choses. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger le mariage. Il ne faut pas faire comme des gens qui disent c'est mon mari, mon travail est mon premier mari. C'est faux. Aucun travail ne peut donner à une femme ce que ton mari lui donne. C'est de l'hypocrisie. C'est comme les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Mais quand tu leur tends un billet de 10 000, même pas beaucoup d'argent, ils ne refusent jamais. Ça veut dire que c'est de l'hypocrisie quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne suffit pas au bonheur, mais il contribue au bonheur. De la même manière que les gens sont hypocrites en disant que l'argent ne fait pas le bonheur, beaucoup de femmes et de plus en plus d'hommes sont hypocrites en disant qu'on peut être heureux sans être marié, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais comme vous l'avez vu dans le film, c'est comme j'ai oublié la grosse fille là, c'est le prototype de la plupart des hypocrites d'aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas pu trouver le bonheur en couple, ils développent des discours, des séminaires, des vidéos, c'est des coachs, des influenceurs qui essaient pour cacher leur mal-être et leur échec dans le domaine sentimental de convaincre les autres que ce n'est pas nécessaire de réussir ça pour être heureux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé. Dès qu'ils trouvent, ils vont courir dans le bras du mariage et vous voyez, à ce moment-là, ils ont honte. Parce que tous les mensonges qu'ils vous ont dit pour relativiser l'importance d'être heureux en couple, ils sont obligés de se cacher. J'ai vu récemment une influenceuse, une journaliste ivoirienne, qui faisait des grandes théories de féminisme, on n'a pas besoin de mariage. Quand un homme a accepté de lui demander sa main, elle est venue tranquillement dire, je me retire des réseaux sociaux, je veux donner une chance au mariage. Ne vous faites donc pas avoir par les hypocrites qui, parce qu'ils ont échoué, ils sont incapables de trouver la solution pour être heureux dans le mariage, vous disent qu'on n'a pas besoin d'être heureux dans le mariage, qu'on n'a pas besoin d'être marié.
Il y a un temps pour chaque chose. Et même si quand vous êtes jeune, vous pouvez vagabonder, il y a un temps où vous ne pourrez même plus vagabonder parce que les gens qui veulent vagabonder ne vous ont plus des gens de votre profil. À ce moment-là, il ne vous restera que vos yeux pour pleurer et beaucoup de maladies qui en découleront. Il faut donc donner autant sa chance. Accepter que pour relever des défis importants, comme celui du mariage, ça prend un temps. Vous ne pouvez pas vouloir le faire de manière express. Vous ne pouvez pas dire, il faut que je le fasse vite, sinon, non. Il faut le faire bien, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas ne pas y faire attention, mais il ne faut pas non plus se précipiter. Parce que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, mais encore plus là, si vous vous précipitez, vous allez naturellement échouer. Donc, faites-le, prenez-le au sérieux, mais ne soyez pas précipité, calmez-vous pour bien faire les choses. Et dans ce temps-là, il y a un processus, il y a beaucoup de choses dont vous avez besoin. Maman vous a très bien parlé du fait de se connaître. Ça a l'air d'un détail, mais c'est la base de tout. Comment veux-tu trouver avec qui tu vas être heureux quand tu ne te connais pas toi-même? Vous savez, chacun de nous doit savoir qu'est-ce qui l'énerve et s'organiser pour éviter ce qui l'énerve. Par exemple, moi, quand je ne dors pas assez, quand je ne dors pas 8 heures de temps, je suis moins calme. J'ai par héritage et plus encore par l'onction, une grande maîtrise de soi, une capacité à être serein et détendu tout le temps. Et je déteste être irritable. Mais je sais que si je ne dors pas assez, je suis toujours, si je ne te le dis pas, tu ne sauras pas. Je suis toujours calme. Mais je sais qu'à l'intérieur de moi-même, je n'ai pas l'abondance de paix que j'aime avoir. Donc, parfois, je vais sacrifier des rendez-vous importants parce que je veux dormir le temps qu'il me faut. Je sais que pour moi, ce n'est pas bon de ne pas dormir assez. Il y a des gens, quand tu vas commencer à faire beaucoup de choses à la fois, tu vas perdre le contrôle, tu vas devenir irritable, tu vas devenir énervé. Tu dois le savoir pour t'organiser. Il y a des très jaloux. Il leur faut une femme qui est sans ambition, qui reste à la maison tout le temps et qui n'est même pas malheureuse de cela. Parce que sinon, ils vont avoir des crises à laisser, à moins de changer avant. Ils doivent le savoir pour savoir avec qui ils peuvent fonctionner. Moi, par exemple, une femme comme ça va m'ennuyer. Elle va me dégoûter parce qu'une femme sans ambition qui ne brille pas intellectuellement, qui n'a rien à apporter aux autres, qui n'est qu'à la maison pour être mon épouse, va m'ennuyer personnellement. Je n'ai pas cette éducation. Donc, moi, il me faut une femme qu'on va voir. Je n'ai pas peur qu'on la voie, qui va me la voler. C'est impossible, je vous mets tous au défi. Personne ne peut me voler à elle, personne ne peut la voler à moi. Donc, je n'ai pas à avoir peur. Je l'élève, je la fais briller. Je vais l'élever encore plus par la grâce de Dieu parce qu'elle est faite pour briller. Et si elle ne brille pas, elle va m'ennuyer. Si je ne brille pas, elle va être malheureuse. Nous allons nous pousser à grandir. Mais tout le monde n'est pas fait pour avoir un conjoint comme ça. Si tu sais que tu n'as pas les reins solides, que tu es quelqu'un de jaloux facilement du succès de ton conjoint, quand quelqu'un commence à briller, tu commences à être stressé, tu ne le dis pas, mais tu cherches comment limiter la personne. Il y a des types de femmes qu'il ne faut pas épouser. Si tu n'es pas une femme qui peut apporter quelque chose à un homme. Parce que c'est aussi l'une des erreurs que les femmes font. Les femmes croient qu'un homme épouse une beauté. Toutes les femmes aujourd'hui, là, surtout avec tout ce que les instituts de beauté font là, toutes les femmes sont belles, c'est une affaire d'argent. Donc, il n'y a plus de femme qui va faire la maline avec sa beauté. Si c'est des seins, tout le monde en a. Des fesses, tout le monde en a. Et les garçons vulgaires disent, excusez-moi, tout trop est trop. Et ils n'ont pas tort. La psychologie des hommes, de plus en plus, accorde très peu d'importance à la beauté. Si une femme se fouvoie en s'imaginant qu'à cause de ses faux ongles, de ses faux cheveux, de son make-up, de ses seins, de ses fesses, elle va se marier, elle va avoir des gens qui vont jouer avec, mais elle va découvrir à la fin de ses jours qu'elle n'aura pas eu de mari. Les hommes ne veulent plus ça aujourd'hui. Ça, là, ils le prennent pour jouer avec. Ça, là, ils en font des tisans. Mais quand ils veulent une épouse, ils ne cherchent pas quelqu'un de belle. Ils ne veulent pas la vilaine femme. Mais leur premier critère n'est pas la beauté. C'est une femme qui va les stabiliser. C'est quelqu'un qui peut être une mère pour leur enfant. C'est quelqu'un qui va les équilibrer. C'est quelqu'un sur qui peut se reposer. C'est quelqu'un qui va les aider. Les femmes négligent ça. Les hommes n'attendent pas que le sexe, ils aiment le sexe, oui. Ils n'attendent pas que la nourriture. Ils aiment la nourriture, oui. Mais ça encore, ils peuvent le trouver partout. Mais ce qui rend une femme unique, c'est sa capacité à être l'aide que Dieu a prévue pour que l'homme accomplisse sa destinée. L'homme attend de sa femme des conseils. L'homme attend de sa femme que quand il est énervé, quand il prend des mauvaises décisions, quand il est en train de se tromper, quand il est en train de se faire avoir, qu'elle soit la personne qui le stabilise, qui l'équilibre, qui le conseille. L'homme attend de sa femme que, même si c'est difficile, il soit capable de gérer ses parents. Parce que les hommes savent très bien. Parfois, nous avons des parents qui ne sont pas si commodes que ça. Mais il y a deux types de femmes. Il y a le type de femme qui, bien qu'étant dans son droit, va faire preuve d'une grande sagesse et va maîtriser sa belle famille avec courtoisie, avec élégance, avec sagesse. Pas tolérant n'importe quoi, ni en étant à leur boniche, mais mettre chaque chose à sa place avec un génie, une sagesse extraordinaire. L'homme se dira, oui, ça j'ai une épouse, elle gère. Mais il y a le genre de femme, dès qu'on va l'irriter un peu dans la belle famille, celle qui va insulter ton grand-père, ton père, elle va insulter ton grand-père, elle va insulter tes oncles. Chaque fois qu'elle va en famille, elle va te créer des grands problèmes. Conclusion, tu es obligé d'éviter au maximum qu'elle aille là. Les hommes ne veulent pas des femmes qui sont des problèmes à gérer. Ils ne veulent surtout pas des femmes
qui leur importent dans leur couple tous les problèmes de leur vie. La femme qui, tu dois t'occuper d'elle, t'occuper de sa maman, t'occuper de son papa, t'occuper de ses frères. Tu as payé ses études, tu payes son matériel pour travailler, tu payes la scolarité de ses frères, tu payes la scolarité de ses soeurs, ainsi de suite. Un homme qui voit que tu vas commencer à lui importer les problèmes de toute ta famille, il va te fuir. Parce que ça ne lui permet pas d'aller loin. Les hommes aiment des femmes qui vont les aider à faire des économies. Oui, il veut se faire plaisir. Mais l'homme aime la femme qui dit non, on ne va pas faire comme ça, mettre de l'argent de côté. On va faire telle chose. On doit préparer l'avenir des enfants. On doit construire notre terrain. Ils aiment des gens, des femmes, je veux dire, qui vont les aider à construire leur glorieuse destinée. Ils veulent avoir une conseillère personnelle. Ils aiment les femmes qui, dans le moment d'épreuve, sont à la fois douces comme femmes, mais résilientes, capables d'encaisser les coups, capables de ne pas se décourager, capables de ne pas commencer à pleurer. Moi, c'est l'une des plus grandes qualités de ma femme, pour laquelle je rends tous les jours, grâce à Dieu. Si tu dois être un grand homme, ce n'est pas négociable, tu auras des grands combats. Personne n'est élevé à certains niveaux dans la vie sans affronter de grands combats. Regardez dans la Bible, quand Dieu te oint, comme David, les problèmes commencent. Il n'est pas possible d'être appelé à la grandeur. Il n'est pas possible de devenir Mandela sans affronter certaines choses. Mais il faut remarquer que, par exemple, Mandela, pendant qu'il était en prison, s'est débarrassé de sa femme. Et ce n'est pas le seul à le faire. À certains moments, un homme doit affronter de grands coups. Suivez de mon regard, par exemple, des gens chez nous diront, quand ça a chauffé, c'est mon épouse qui m'a dit, rentre dans la malle arrière, tu disparais tout de suite. Tu ne joues pas le con, disparais tout de suite. Et il a obéi. Et quand il en parle avec fierté. Ce jour-là, son épouse a joué le rôle de la femme qui dit, là, je prends le contrôle, tu dégages. Un homme a besoin, même s'il est le chef, d'avoir une femme qui, dans l'humilité, est capable de l'arrêter quand il faut, est capable de le pousser pour dire, non, tu ne te décourages pas, tu te lèves, on va recommencer. Est capable de lui dire, c'est pas grave. Là, on n'a pas les moyens, mais ça va aller, je compte sur toi. De sentir que ce n'est pas un problème qu'il doit gérer, mais un partenaire qui l'aide à gérer les problèmes. Croyez-moi, l'homme couche avec qui il veut, il sort avec qui il veut, mais il n'épouse qu'une personne qui lui donne l'impression que si elle rentre dans sa vie passe à une vitesse supérieure, sa vie passe dans une autre dimension. Tant que l'homme n'a pas trouvé cette femme-là, qui va faire en sorte qu'il quitte le statut de petit garçon, de jeune homme qui se cherche, à statut d'homme qui est stable et qui maintenant peut grandir, il n'a pas envie de s'engager, il n'a pas envie de se marier. Mais quand l'homme découvre qu'il a en face de lui une femme qui a le potentiel, qui a l'envergure, qui a la capacité d'être un peu cette aide pour le conduire loin. Il y a par exemple des femmes qui viennent par exemple de certaines familles où ils ont de bonnes relations, leurs parents sont même plus introduits que les parents du mari. Les hommes aiment beaucoup une femme qui discrètement, tout en étant effacée, elle a mais un vrai catalyseur de leur gloire. Et les femmes négligent beaucoup cela. Et je vous conseille d'ailleurs d'aller sur les pages de Hermione comme sur les miennes. Vous allez voir par exemple sur les miennes au niveau de YouTube comme de SoundCloud, une playlist entière consacrée aux célibataires. Ça doit s'appeler sur SoundCloud Le Bon Jeu Célibataire. Et je crois que sur YouTube, c'est dans la playlist sur le couple et l'amour. Parce que ce n'est pas une chose, on ne peut jamais vous dire en une journée tout ce qu'il faut pour vous en sortir. Réussir des choses comme ça, c'est toute une vie. Il y a des choses à vous dire qu'on vous dira aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a dit au précédent brunch. Il y a des choses qu'on a dit toute cette semaine. Il y a des choses qu'on dit sur différents directs. Il y a des choses liées à votre personnalité. Il y a des choses liées à la communication. Et c'est l'ensemble de ces choses qui, comme quand on veut monter un puzzle, va jouer un rôle dans l'équation. Et vous ne pouvez pas, dans tous les cas, je crois que maman a déjà commencé à vous le dire, sans Dieu. Parce que vous posez des questions de comment. Mais en réalité, l'une des grandes grâces d'être avec Dieu, c'est que quand Dieu est avec vous, il vous montre d'abord la prochaine étape, il vous donne le discernement, il vous donne la sagesse pour faire les choses, il vous donne la force de faire les choses. C'est-à-dire, il ne suffit pas de vous dire comment faire. On peut vous aider en vous disant comment faire, mais plus que de vous dire comment faire, il faut un moment que quelqu'un vous aide à le faire. Et personne ne peut vous connaître, ne peut être avec vous 24 heures sur 24, ne peut être là à l'intérieur sans que vous n'ayez parfois exposé les détails de votre vie privée, si ce n'est pas Dieu. Vous avez donc besoin, au-delà de tout ce que quelqu'un peut vous dire, d'avoir Dieu dans votre vie qui vous aide à gérer ce processus-là, à relever ce défi. Je voudrais aussi donc vous encourager à ne pas vous arrêter au contenu de ce brunch. Allez sur nos pages, vous allez trouver beaucoup de ressources qui sont déjà là et d'autres qui viendront pour non pas juste faire une action pour sortir du célibat, mais pour commencer un processus qui va vous sortir du célibat. Sachez aussi que pour sortir du célibat, il y a différentes étapes. J'en vois au moins 3 importantes qui n'ont pas les mêmes défis. La première étape, c'est déjà de trouver quelqu'un. Il y a des gens qui ont pour problème, qui fait qu'ils sont dans le célibat, le fait que personne ne s'intéresse à eux. Ou alors que des gens s'intéressent à eux, mais qui n'ont trouvé personne qui les intéresse. Donc, ils n'ont pas encore trouvé le partenaire avec lequel essayer de construire une relation. C'est un type de défi. Mais d'autres personnes ont déjà trouvé quelqu'un. Est-ce que c'est le bon? Je n'en sais rien, mais ils ont trouvé quelqu'un.
Mais leur défi à eux, c'est de construire une relation qui va aller loin. C'est un autre défi. Il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un avec qui ils peuvent aller. D'autres sont célibataires parce qu'ils ont trouvé parfois plusieurs fois des gens avec qui ils peuvent aller, mais ils n'ont jamais été capables de construire avec cette personne-là une relation qui va devenir un mariage. C'est le deuxième défi. Et c'est une autre phase. Un troisième défi, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la bonne personne, une fois qu'on a construit une véritable relation qui peut se stabiliser, s'épanouir, il faut en arriver à la maturité de cette relation, là où l'homme dit, maintenant chérie, je ne veux plus attendre, veux-tu être mon épouse, on passe au mariage. Parce que vous allez avoir des femmes qui ont trouvé la bonne personne, qui vivent par exemple en concubinage, donc on construit une relation qui dure parfois depuis des années, mais il y a des femmes qui restent là 20 ans. L'homme ne sent jamais le besoin de dire, maintenant je t'épouse pour ne plus pouvoir faire marche arrière. C'est aussi un autre problème. Mais à chacune de ces phases-là, il y a des causes et il y a des défis à relever. Il faut que vous vous demandiez où est votre blocage. Est-ce que c'est la capacité à trouver quelqu'un ou bien c'est la capacité à construire avec quelqu'un? Quand vous êtes du genre à aller de relation en relation, vous commencez une relation et ça se termine toujours mal, brutalement, peut-être que votre problème n'est pas dans la capacité à trouver quelqu'un et que les conseils qu'on vous donne ne sont pas forcément pour trouver quelqu'un. Mais vous devez regarder plus les conseils de comment construire une relation. Si vous êtes par exemple arrogante, vous parlez avec un homme, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Je ne suis pas toujours d'accord avec mon épouse, elle n'est pas toujours d'accord avec moi. Mais nous avons la grâce d'échanger toujours avec amour, avec douceur, avec respect, avec courtoisie. Même si on est très fâché, ce qui peut arriver, on est des humains, on doit toujours l'exprimer avec l'amour. Le fait de ne pas être d'accord sur quelque chose ne nous empêche pas d'être d'accord. Et plus on n'est pas d'accord sur quelque chose, plus on va se rappeler qu'on s'aime et qu'on est d'accord par principe. C'est juste un détail à régler. Il y a certaines personnes, c'est juste pas impolitesse parce que, comme on dit, il y a les dimanches mais il y a les viments séclons. Mais beaucoup de gens sont juste dimanches. On a parfois des parents impolis ou des parents même qui n'ont pas de maîtrise de soi, qui n'ont pas appris à leurs enfants une certaine douceur. Il y a par exemple des familles dans lesquelles pour tout et rien, on insulte les gens, dimanche plomb. Et puis, quand tu vois par exemple une femme qui pour tout en train de sortir des gros mots, mais des femmes qui rapidement vont attraper le col de leur mari pour vouloir se battre. Elle a vu ça où? Peut-être chez sa maman, peut-être dans sa famille. C'est pas toujours, rien ne vient de nulle part. Donc, il y a des gens qui, par éducation, par exemple, il y a des femmes qui sont toujours en train de faire des querelles, de crier. Quand, par exemple, elle n'est pas d'accord avec son mari, elle va commencer à crier avec son conjoint, elle va commencer à crier, tous les voisins vont entendre, le quartier va entendre, ça va créer une grande histoire, elle va appeler ses frères pour se plaindre, sa belle-mère pour se plaindre, ses amis pour se plaindre. Bon, une femme qui fait du tapage comme ça, c'est l'une des choses que les hommes détestent. Les femmes qui ne peuvent pas être discrètes, les femmes qui, pour tout et rien, vont ameuter le monde, les femmes qui, pour tout et rien, sont en train de faire des crises. Ou bien les femmes bébés, pour tout et rien, on boude pendant 2 semaines, on boude pendant un mois, on ne veut plus te parler, tu bloques la personne sur les réseaux sociaux, et puis après tu vas regarder des enfantillages comme ça. J'espère qu'il n'y a pas des gens comme ça qui n'ont arrêté ça immédiatement, parce que ce n'est pas des bébés qui se marient, hein, c'est des adultes. Si on veut se marier, il faut qu'on sache se comporter comme un adulte, non pas comme un bébé. Il faut être un bébé pour faire ce chose-là. Je ne te parle plus pendant 1 semaine. Pendant ce temps, tu es torturé, tu as tes crises ulcères qui commencent, tu as tes migraines qui commencent, tu as envie de lui parler, tu résistes, tu demandes à un ami de voir qu'est-ce que l'ami se tape. Ces enfantillages-là, il faut laisser ça tomber. Quand on veut se marier, il y a des choses sérieuses à faire. Ce n'est pas le moment de faire des futilités comme ça. Donc, pour se marier, il faut relever chacun de ces défis. Il y a aussi des femmes qui ont pu trouver quelqu'un, qui ont construit une relation, une certaine maîtrise de soi, une certaine communication, mais comme l'a dit maman tout à l'heure, soit parce qu'ils ont déjà tout donné, ils n'ont plus rien à donner, l'homme ne sent aucune raison d'aller plus loin. Bon, ce n'est pas des vrais partenaires de destinée, l'homme ne sent pas que... Et donc, donc, bon, elle est déjà là, il couche déjà avec, elle fait de la cuisine, elle est déjà mère de ses enfants. Pourquoi elle va se presser à aller payer d'autres ménages se fatiguer? Il y a d'autres défis. Parce que, écoutez, surtout que la dot coûte cher, hein. Demander à Mion, ça coûte quand même cher. Mais un homme se dit toujours, si j'ai par exemple la valeur de la dot, est-ce que c'est la dot qu'il faut faire ou bien je dois acheter d'abord ma voiture? Ou bien je dois d'abord acheter mon terrain? Ou bien je dois d'abord construire ma maison? Ou bien je dois d'abord investir dans mes projets? Le problème, c'est qu'avec certaines femmes, elles ont tellement de valeur morale et l'homme sent tellement qu'il a besoin de cette femme-là pour atteindre sa destinée, pour être heureux, qu'il se dit, je dois faire vite pour l'épouser, pour savoir qu'elle ne peut plus m'échapper et que vraiment nous sommes comme il faut pour pouvoir aller loin. Ce genre d'homme-là va rapidement mobiliser les moyens et va rapidement prendre sur la dot. Mais le genre d'amour, déjà, vous n'avez pas une grande valeur, vous ne lui apportez pas grand-chose. Vous avez déjà tout donné. En plus, vous êtes une femme à histoire, c'est toujours des boutades, c'est des querelles, des choses comme ça. Quand il a un peu d'argent, ce n'est pas sa priorité d'aller faire une dot. Autre chose à cet effet qui vous nuit souvent quand vous êtes en célibat, c'est quand vous, et ça c'est surtout les femmes qui le font, vous gaspillez à votre mari 3 fois l'argent qu'il faudrait pour aller vous doter. La dot, admettons que ça ne coûte pas 1 million, 1,5 million par exemple, ou si vous voulez faire certaines manifestations, 2 millions. C'est vous qui demandez qu'on vous achète iPhone de 600 000 francs, alors que vous n'avez même pas de commerce.
C'est vous qui trouvez des histoires, vous organisez avec votre maman pour créer des trucs, on dit enterrement, votre mari doit cotiser 300 000. C'est vous qui voulez aller acheter des robes de marque où la couture seule coûte 100 000 francs. Vous gaspillez à votre mari en un an 2 fois l'argent qu'il aurait dû mettre de côté pour vous doter. Bon, il est en train de vous doter inutilement. Si vous êtes sage comme femme, vous devez, quand vous avez atteint un certain niveau de la relation, toujours orienter votre mari en lui disant, mais est-ce qu'on va gaspiller? Tu veux me faire un cadeau? C'est combien tu as prévu? Ah, je voulais donner 100 000. Mets ça de côté. On va en faire quelque chose de plus sérieux. On va acheter telle chose. C'est à vous aussi, parce que aussi, il faut savoir que les hommes sont un peu des gros bébés. Hein. Parfois, on a envie de se faire plaisir. On a besoin aussi, sur le coup, parfois, ça ne nous fait pas plaisir, mais on aime des femmes qui nous canalisent. Moi, il y a des dépenses parfois que je fais, mon épouse me dit, est-ce que c'est vraiment pertinent? On n'en a pas besoin, on peut s'en passer. Je me dis, ah, c'est vrai. Donc, même si sur le coup, ça freine tes élans, on a besoin, et les hommes aiment avoir un peu, comme elle disait ce matin, dans leur épouse, leur maman, donc quelqu'un qui peut les canaliser, qui peut les cadrer un peu. L'autre chose, c'est que vous devez garder aussi, comment dirais-je, conscience que on attire toujours les choses qui sont conformes à nous. Je n'ai pas le temps de bien le détailler, mais il faut savoir que chacun de nous a un état d'esprit. La vie autour de nous est toujours le reflet de la vie à l'intérieur de nous. Si tu te considères comme n'ayant aucune valeur, tu as pitié de toi-même, tu te dis, bon, si quelqu'un est tellement aveugle ou bien est tellement ignorant qu'il finit par ne pas remarquer que je ne vaux rien, il m'épouse, bon, je serai chanceux. C'est-à-dire, si toi-même, même si tu ne le dis pas haut, à cause de ton histoire, peut-être des blessures que tu as subies, de ce qu'on t'a dit, peut-être parce que tu n'as pas une certaine formation en développement personnel, si tu te considères comme ne valant rien, parce que Dieu dit que il faut aimer les autres comme soi-même. Les autres nous aiment comme nous nous aimons. Et ça se démontre par la loi de l'attraction un peu, par beaucoup de choses. Si tu es convaincu que tu ne vaux rien, et que donc il est normal qu'on te traite comme quelqu'un qui ne vaut rien, tu ne comprendras jamais pourquoi tous ceux que tu vas rencontrer vont te traiter comme quelqu'un qui ne vaut rien. Ce n'est pas par hasard. Ça s'explique au niveau de la physique quantique. Je n'ai pas le temps de vous le démontrer, mais c'est scientifiquement démontré que on te traite toujours comme tu crois qu'il est normal de te traiter. Si tu es le genre de fille qui, quand tu sors avec les gens, ils te manquent toujours de respect, ils te trompent toujours, malgré tout ce que tu fais plein de choses, et puis tout le monde te trompe toujours au dernier moment sans que tu aies rien fait. Comme le dit quelqu'un, quand tu as été déçu par une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, qui te font à peu près le même type de choses, tu ne peux pas être toujours seul, les seuls problèmes. Il y a un point commun entre ces 4 personnes-là, c'est toi. Donc, à un moment, il faut se dire, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que les gens ont tendance à me traiter comme ça? Je donne un exemple peut-être pour vous l'illustrer. Supposons que nous rentrons, une personne et moi, dans une quincaillerie. Et puis peut-être, moi, j'ai des aimants dans ma poche. J'ai des aimants dans ma poche de pantalon, à droite comme à gauche. Nous passons quelque part où il y a peut-être des stocks de clous. Automatiquement, les clous vont commencer à sortir de leur paquet et vont commencer à venir vers moi et me piquer. Mais pourquoi c'est vers moi que tous les clous viennent me piquer et pas à mon voisin, alors qu'on est au même endroit? Et d'autres personnes, là, les clous ne viennent pas vers eux. Mais quand moi j'arrive là, les clous sortent de leur sachet et me piquent. Ce n'est pas que je suis malchanceux. Les clous ne sont pas méchants. Il y a quelque chose sur moi qui attire les clous. La parole de Dieu dit, nous sommes tels que sont les pensées de notre cœur. Il t'en est fait selon ta foi. Si aucun homme parfois ne te dit tu es belle, tu me plais, je te l'affirme, c'est parce que toi-même tu considères que tu n'es pas belle, tu n'as rien pour plaire à quelqu'un. Et tu pries secrètement les gens que quelqu'un qui ne connaît rien, qui est bête, me prenne quand même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Je n'ai pas le temps de bien l'expliquer, mais c'est clair, ce n'est pas discutable. C'est une vérité certaine que les gens vous traitent comme au fond de vous, vous traiterez. Vous vous traitez. Si les gens ne te respectent pas, c'est parce que tu ne te respectes pas. Donc, il faut quelque part, et c'est là qu'intervient encore la foi, votre relation personnelle avec Dieu, il faut par la grâce de Dieu, laissez le Seigneur renouveler votre intelligence et produire en vous-même les fruits de la foi, une certaine douceur, une certaine confiance en soi, une certaine maîtrise de soi, une certaine foi dans l'avenir, une certaine bénignité, une certaine capacité à pardonner, une capacité à vivre dans la paix. Il y a un travail à faire sur soi-même pour devenir cette personne-là qui, même si tu ne fais rien, attire naturellement à toi des gens heureux. Je donne un exemple. Quand quelqu'un est joyeux, quand quelqu'un est heureux, il attire naturellement des personnes heureuses. Mais quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un a pitié d'elle-même, quand quelqu'un se considère comme un échec, quand quelqu'un a honte d'elle-même, même si elle ne dit rien, il y
y a un phénomène énergétique qui fait que soit elle n'attirera personne, soit elle va attirer des personnes comme elle. Donc, faites attention, et ça, il n'y a rien pour vous aider, il n'y a pas de technique. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut, de l'intérieur de vous, faire les choses nouvelles et transformer progressivement votre nature. Il faut demander au Saint-Esprit de vous faire cette grâce-là, si vous lui faites confiance, mais parce que s'il n'y a pas ce travail intérieur-là qui se fait en vous, vous n'allez jamais pouvoir relever ce défi. Un autre truc important, alors, je ne suis pas le temps, hein, donc vous me dites quand il me reste 5 minutes sur la partie communication pour qu'après je réponde aux questions. N'hésitez pas à me faire signe. Oh, papa. D'accord. Et puis les cadreurs, j'ai demandé d'avoir les images de la salle. Vous êtes coincés sur les mêmes personnes depuis. Il faut circuler dans la salle que je vois les différentes personnes. Ne soyez pas paresseux à la caméra. L'autre chose qu'il faut pour aller rapidement au mariage, c'est que sans être pressé, il faut rapidement discerner à quoi joue l'autre. L'une des choses qui font le plus mal dans les relations amoureuses, c'est pas de ne pas aller loin avec quelqu'un. C'est d'avoir l'impression de se faire avoir parce qu'on a cru qu'on était dans une relation sérieuse. On a investi comme dans une relation sérieuse pour découvrir qu'en fait, pour l'autre, ça n'a jamais été sérieux. Ça veut dire qu'il faut avoir du discernement. Vous voyez un peu comme dans le film là, elle était convaincue que voilà quelqu'un qui l'aime. Alors que comme maman l'a dit, déjà la réponse du gars, et si on était, je sais pas, quelque chose d'un soir là, le gars avait déjà dit en mots à peine diplomatiques, moi je veux m'amuser. Mais elle était tellement dans ses illusions qu'elle veut se marier, que c'est tellement le bon. Évidemment, quand tu passes tout ton temps à boire des shoots en bas, en buvette et que tu es sous, tu n'es pas en capacité de discerner les choses. L'autre avait déjà trahi qu'il est venu pour s'amuser. Et à la limite, comme sa copine au début, il y a des gens qui sont dans la logique de vouloir s'amuser. Ils cherchent quelqu'un avec qui il va coucher, il verra plus tard. Ils ne cherchent pas quelqu'un avec qui il va se marier. Quand tu tombes sur quelqu'un qui cherche quelqu'un avec qui il va coucher, en attendant, il n'a pas envie de se marier maintenant. Mais que toi, parce que tu apprécies d'avoir le mariage, tu n'as pas fait preuve du discernement rapidement pour discerner que ce type-là, à la phase où il est, il peut changer après. Hein. Si tu veux, tu l'attends, mais sinon tu passes à autre chose. Mais là, il ne veut pas faire du sérieux. Et que toi, tu commences à t'investir, à rentrer chez lui, à faire la cuisine, à préparer, à le présenter à tes parents, à agir comme si tu avais quelqu'un qui fait du sérieux. Quand tu vas te rendre compte que lui ne voulait pas faire sérieux, tu vas commencer à crier au scandale, tu vas te sentir abusé, certains vont se suicider, tu vas avoir l'hypertension. Mais quelque part, tu aurais été con ou tu aurais été conne. Parce qu'en réalité, si tu fais attention, il y avait dès le début des signes que lui, il est venu pour s'amuser. Le gars qui t'a à peine rencontré dit je veux coucher avec toi. Ça ne peut pas être quelqu'un de sérieux, ni un homme, ni un femme. Le gars qui te connaît à peine, le gars qui est dans un bar, veut coucher avec toi, qui couche avec toi le même jour, il n'y a pas de possibilité que ce soit quelqu'un de sérieux. En tout cas, pour le moment, il n'est pas sérieux. Et si c'est une femme, elle n'est pas sérieuse. Parce que personne de sérieux ne se comporte comme ça. Et si c'est quelqu'un qui peut aller dans un bar, se saouler, et c'est parce qu'il est saoul qui fait ça, c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire que si tu l'épouses, elle peut aller à une fête, on va la saouler, dès qu'elle aura bu, elle va coucher avec des gens, le lendemain, elle te dira qu'elle ne saura pas, qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est pareil pour l'homme. Si tu es sérieux, est-ce que tu commences même une relation avec quelqu'un comme ça? Il faut faire attention. Et je disais la dernière fois, pour ceux qui étaient là, je crois, jeudi, que parfois il y a différents types de relations. Il y a des gens qui viennent de sortir d'une relation. Ils ont été un peu humiliés. Ils ne veulent pas être seuls. Donc, ils veulent juste quelqu'un pour s'occuper. On l'a vu un peu dans le film. C'est-à-dire que vous êtes là, n'importe quelle femme ou n'importe quel homme, selon le cas, qui n'est pas trop détestable, qui arrive, il y a des gens qui ont tellement peur de se trouver seuls. C'est lié à certaines blessures émotionnelles. Ils acceptent n'importe qui juste pour être en relation. Parfois, c'est toi-même qui fais ça. Mais parfois, c'est l'autre qui fait ça. Le problème, c'est que l'autre peut être juste en train de vouloir s'occuper. Toi, tu penses qu'il t'a choisi, il ne t'a pas choisi. S'il ne t'a pas choisi, mais qu'il veut juste s'occuper, il restera avec toi tant qu'il n'a pas trouvé mieux. Mais dès qu'il va croiser quelqu'un dont il peut être vraiment amoureuse ou amoureux, quelqu'un qui correspond vraiment à ses critères, il va se rappeler qu'en fait, toi, il ne t'aime pas, il s'occuper avec toi. Ce n'est pas qu'il décide de s'occuper avec toi, hein, c'est inconscient ce que je dis. Vous allez voir des gens, par exemple, ils sortent d'une mauvaise relation. Ils sont encore traumatisés. Ils t'ont dit hier qu'ils sont sortis d'une relation. Dans une semaine, tu la vois, ils sont déjà dans un autre couple. En général, ça veut dire que sans réfléchir, sans faire le bilan d'où ils sont sortis et sans prendre des bonnes résolutions pour décider comment faire en sorte mieux, dès qu'il y a une opportunité de se mettre avec quelqu'un, il se jette dans le bras d'un autre. Il veut juste éviter des seuls. Il faut faire attention quand vous rencontrez des gens à ce qu'il ne soit pas quelqu'un qui est blessé, qui n'a pas le temps de guérir, qui vient se mettre avec vous. Pourquoi il a laissé l'autre? Est-ce que les problèmes que ça posait ont été réglés? Si par exemple, comme là, il est fortement amoureux de l'autre, l'autre là est conduit. Pourquoi vous allez voir aujourd'hui les gens se mettre ensemble et puis l'un des partenaires va encore régulièrement coucher avec son ex? Ça veut dire qu'il a toujours été amoureux de son ex. Il n'a jamais renoncé à son ex. Son ex n'a juste pas voulu de lui. Il se jette dans les bras d'un autre pour s'occuper. Mais dès que son ex va lever le petit doigt,
il va courir le tromper. Ça peut déjà se lire dans l'histoire. Donc, il y a des gens qui veulent s'occuper. Il y a des gens qui veulent rendre jaloux celui qui est parti. Vous allez voir dans le film, dès qu'elle voit quelqu'un qu'elle veut recevoir des fleurs, n'importe quoi, elle demande qu'on filme. On fait la photo, on fait un selfie. C'est des choses qui vous montrent que celui qui est en train, dès qu'on veut faire quelque chose dans la relation, son premier réflexe, c'est de publier, c'est de faire un post, c'est de faire un story visé. Ça veut dire que celui-là est dans le paraître. Il veut peut-être rendre quelqu'un jaloux, ou il veut rassurer ses parents qu'il n'est pas gay ou qu'il n'est pas homosexuel. Il est en train de paraître pour avoir un résultat. C'est pour ça que la communication est plus importante pour lui que ce que vous faites. Vous devez le discerner. Il y a des gens qui sont parfois juste en train de se venger. Par exemple, je ne sais pas, on leur a dit que, une femme leur a dit par exemple qu'ils n'ont pas le bac. Elle a la maîtrise, lui n'a pas le bac. Donc la femme dit, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui n'a pas la maîtrise. Dès qu'il va voir une femme qui a la maîtrise, qui accepte de sortir avec lui, il va avoir tendance à dire oui, juste pour relever le défi inconscient qu'on lui va lancer en lui disant qu'il ne pouvait pas sortir avec l'autre parce qu'elle a la maîtrise. Mais cette femme qui a la maîtrise, qui se fait avoir, ne sait pas, peut-être que lui-même il ne sait pas que cette relation-là ne vient que combler un besoin pour lui de relever un défi. Et il y a plein de cas comme ça. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils veulent se marier parce que leur maman leur met la pression pour avoir un enfant. Il y a des gens qui vont vouloir se mettre avec vous parce qu'ils ne vous aiment pas, vous n'êtes pas leur style, mais vous êtes le style que leur papa veut qu'ils épousent. Il y a différents cas. Je dirais là simplement qu'avec le Saint-Esprit, il faut que vous preniez la peine de discerner quelles sont les réelles motivations de celui avec qui vous êtes. Parce que pour aller ensemble et pour aller loin, il faut non seulement être compatible, mais il faut s'assurer qu'on veut jouer le même jeu. Si quelqu'un veut juste s'amuser et que l'autre veut construire du sérieux, l'un des deux va se brûler. Si les deux veulent s'amuser, ça passe encore. Mais quand l'un est en train d'investir sérieusement, que l'autre s'amuse, c'est là où ça devient très, très douloureux. On le dit, on vous le répète, il ne faut pas choisir n'importe qui. Le choix le plus important dans une vie, à part le choix de Dieu, je crois, c'est le choix du conjoint. Beaucoup de gens n'ont jamais accompli la glorieuse destinée pour laquelle ils ont été créés, simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon conjoint. Beaucoup de gens, j'en connais, je peux citer des noms, mais par discrétion, je ne le ferai pas, qui sont morts parce qu'ils ont eu le mauvais conjoint. Quand tu as le mauvais conjoint, que tous les jours c'est l'attention, tous les jours c'est le stress, tous les jours c'est les disputes, tous les jours c'est le gourmet, tu vas avoir de l'ulcère, tu vas avoir des migraines, tu vas avoir de l'hypertension, tu vas avoir des cancers, tu vas avoir... Et je connais plein de personnes, je peux donner des noms et démontrer que c'est leur mal-être. Tu vas avoir des kystes, tu vas avoir des myomes. Et c'est souvent les trucs où les médecins sont fatigués parce qu'ils ne peuvent pas s'expliquer pourquoi. Je n'ai pas le temps de vous le détailler ici, mais il faut savoir qu'une maladie, blanc ne donne pas son nom cadeau. Une maladie, c'est toujours ce que le mal dans votre cœur dit au travers de votre corps. Toute maladie. Demandez à mon épouse Hermione, elle est mon cobaye. Vous me dites n'importe quel endroit de votre corps où vous avez mal. Je vais vous faire immédiatement une description de votre état d'esprit. Et ça ne rate jamais. Et demandez-lui, elle est là, elle est mon témoin, et d'autres personnes dans la salle l'ont déjà expérimenté. On avait un de nos fils spirituels quasiment pendant une année, c'est lui qui a problème de ventre, problème de ci, gaspille son argent, scannait des bêtises comme ça. Je n'ai même pas besoin de le rencontrer. Je lui dis, voilà ce qui se passe dans ton cœur. S'il corrige ça, le mal disparaît. Quand le mal n'a plus rien à dire, il se tait. Ça ne sert à rien parfois. Bon, les médicaments comme calmant, d'accord. Mais si vous ne voulez pas boire des médicaments toute votre vie jusqu'à ce que ça vous bousille les reins et que vous mouriez, quand un mal se déclenche dans le corps, il faut aller chercher qu'est-ce que ça dit dans le cœur. Et croyez-moi, les gens mal mariés, les célibataires, ont tellement de peine dans le cœur qu'ils ont beaucoup de maladies qui n'ont pas de nom. Et beaucoup de personnes en meurent. J'essaie de vous dire par là que se marier, ce n'est pas qu'une question de luxe, ce n'est pas qu'une question de confort ou de conformité sociale. C'est une question de vie. Si vous avez le don du célibat donné par Dieu, donc vous n'avez même pas d'aspiration au mariage, auquel cas vous n'avez pas étudié les jouets sexuels, auquel cas vous ne ferez pas de fornication, auquel cas vous ne ferez pas d'adultère. Si c'est vraiment que ça ne vous dit rien, ce n'est pas non plus que vous êtes homosexuel. Dieu fait grâce à certaines personnes comme ça. Là, c'est autre chose. Mais si vous êtes un homme et une femme, comme Dieu en a fait en général, et que tout vous pousse vers le sexe opposé, mais que vous n'arrivez pas à assouvir cela, vous allez mourir au sens littéral du terme à petit feu. Même en termes de prospérité. Moi, je vais l'expérimenter dans ma vie et c'est démontré scientifiquement. Un homme n'est jamais aussi brillant professionnellement que quand il a trouvé la femme de sa vie qui veut l'honorer, il veut lui faire plaisir. Un homme qui n'a personne dans sa vie, il n'a pas de défi à relever, il ne doit pas payer un grand loyer, il n'est pas obligé de nourrir quelqu'un, il peut se chercher, se débrouiller tout seul avec tel ami aujourd'hui, avec ses parents. En général, il n'est pas très brillant professionnellement. Mais le jour où tu as une femme que tu aimes, une femme que tu rêves vraiment de rendre heureux, une femme qui est digne de toi et que chaque jour tu demandes comment lui montrer que je suis un homme qui n'a pas eu tort de m'épouser,
Quand tu commences à vivre au quotidien, en voulant honorer et traiter ta femme comme une reine, il est démontré scientifiquement qu'il n'y a rien de plus puissant comme énergie pour la créativité, pour l'inspiration. Ça donne une puissance pour accomplir des exploits. Et les meilleurs moments où on gagne le plus d'argent sont les moments où on a envie d'honorer sa famille. C'est pour ça qu'en général, même quand vous avez des hommes un peu irresponsables et qu'on sort, quand ils se marient, en général, vous allez les voir devenir responsables, commencer à prendre un certain nombre de choses en charge, parce que trouver le bon conjoint et vouloir l'honorer est quelque chose qui est très, très important. Donc, tenez compte de cela. Mais Ok. il est donc important, S'il vous plaît, papa. oui, Oui, je vous informe qu'il vous reste encore 5 minutes. On a encore d'accord, 5 minutes. ah, Le moi, temps. j'ai pas de problème, mais moi, je m'arrête quand vous voulez. Après, vous posez vos questions et puis on arrête quand vous On- voulez. on- Moi, je suis là tous les jours. Oui, Donc, dans 5 minutes, nous allons passer aux questions-réponses, papa. d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je disais donc, ne soyez pas naïve. Je dirais aussi, accepter la vulnérabilité. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne sortent pas du célibat. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Si tu ne veux pas risquer de perdre de la semence, par exemple, perdre du maïs, ou bien peut-être l'igname, pour planter l'igname, il faut qu'au moment de la récolte, tu acceptes de ne pas sortir toute la tubercule pour la manger. Tu sacrifies une partie de la tubercule, sa tête, pour espérer que l'année prochaine, elle te donne une autre tubercule, et parfois plusieurs tubercules. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais celui qui dit, moi, je ne vais jamais perdre de tubercules, sans être absolument sûr que je vais les récupérer, ne va jamais avoir de récolte. Il te reste une mesure de maïs. Tu dois choisir la manger ou la jeter au sol. La semence, c'est jeter au sol. Tu peux jeter au sol et ne rien récolter parce que c'est une mauvaise année. Mais tu peux jeter au sol et que ta mesure de maïs devienne 100 kilos de maïs. Si parce que vous avez été blessé, si parce que comme la grosse femme dans le film, j'oublie son nom, vous avez tellement peur, le mariage est mauvais, c'est un mal nécessaire, il n'y a pas de mariage heureux, ah, dis-moi, c'est faux. Voilà une autre chose. Ah, il n'y a plus d'hommes sérieux. Il t'en est fait selon ta foi. Et ce que tu dis, c'est ce que Dieu te fera. Il y a bien plein d'hommes sérieux encore, il y a plein de femmes sérieuses. Évidemment, il faut avoir le discernement spirituel pour les discerner. Donc, vous devez comprendre que aimer par définition, c'est s'offrir pour le bonheur de l'autre. Ça implique forcément une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire, aimer, c'est s'exposer à ce que si ça se passe mal, tu es blessé. Si ça se passe mal, tu as perdu du temps. Si ça se passe mal, tu es humilié. C'est le risque que tu prends parce que tu crois que tu as plus ou moins bien choisi la personne, que tu y vas avec Dieu et que par la grâce de Dieu, ça se passera bien. Et si ça ne te passe pas bien, tu vas sortir de là rapidement. Il ne faut pas tout. Le premier garou n'est pas garou, c'est le deuxième garou qui est ce que vous savez. Donc, c'est pas grave si on se trompe. La vie est d'ailleurs faite d'échecs dont tirer la leçon pour recommencer. Celui qui ne veut pas échouer ne mérite pas de réussir. Imaginez un joueur de football qui dit qu'il ne va tirer au but que quand il est sûr de marquer un but. S'il n'est pas sûr à 100% que le ballon rentre dans le camp, il préfère ne pas tirer. Ce type-là va le sortir, il n'a jamais marqué de but. Pour marquer des buts, il faut essayer beaucoup de fois de marquer. Et il est démontré qu'on apprend en faisant des essais, en ayant des erreurs, donc des échecs, en tirant des leçons et en recommençant. C'est pareil dans les relations amoureuses. Si vous avez trop peur de ne pas y arriver, vous avez trop peur de tomber, vous avez trop peur d'échouer, vous risquez de vous retrouver dans des situations où vous allez finalement ne jamais aimer. Ou alors quand vous aimez, vous êtes là, vous êtes sur vos gardes, vous faites attention, vous n'êtes pas la vérité à l'autre, ou alors c'est là où vous êtes dans la relation, mais en même temps vous sortez avec 3-4 personnes parallèlement parce que vous ne savez pas lequel va marcher, ou vous êtes une fille, vous avez un chèque, un choc, un chic, parce que tout ça c'est des attitudes de quelqu'un en fait qui n'est pas sûr qu'elle va marcher, et qui donc au lieu de se dire j'y vais à 100%, je me jette totalement dans la bataille, et si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, j'en tire des leçons et je recommence en se faisant mieux, on avance sans vouloir s'offrir. Celui qui n'est pas prêt à s'offrir à 100%, à jouer à 100% le jeu de l'amour, sachant qu'il y a un risque de se brûler, mais qu'il y a beaucoup de risques et de chances aussi de gagner, ne va jamais s'en sortir. Je vais donc terminer en vous disant, si vous voulez aimer, acceptez le risque d'être blessé, acceptez le risque de ne pas être aimé en retour, acceptez le risque des échecs. Si ça arrive, vous en tirez les leçons et vous partirez. Ne laissez pas le temps passer en vous faisant gaspiller pour rien. Mais vous devez accepter de pouvoir apprendre de vos erreurs en avançant avec la grâce de Dieu pour limiter les erreurs. Évidemment, ça c'est quand vous ne commencez pas une relation en couchant avec quelqu'un. Si vous marchez avec les gens comme Dieu l'a dit vers le mariage, vous pouvez essayer, vous tromper et vous retirer et en tirer les leçons et recommencer. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Je vais m'en arrêter là étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, papa. Merci pour votre communication. Alors, nous allons prendre très rapidement une ou deux questions, pas plus, s'il vous plaît, parce qu'on est vraiment pressé par le temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la communication que papa a eu à donner? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question très rapidement?
Est-ce qu'il y a des